Voici votre rendez-vous avec l'histoire, le rendez-vous avec Passé-Présent, l'émission de Philippe Conrad. Philippe, quel est le programme aujourd'hui? Bonjour Catherine. Eh bien, tout d'abord, nous reviendrons sur l'année 1915, année du centenaire cette année, plus particulièrement sur la Serbie et puis la guerre dans cette région des Balkans qui est un petit peu oubliée parce qu'on a surtout commémoré, bien sûr, et cela se comprend, la bataille de la Marne au cours des derniers mois. Et puis ensuite, je crois, Catherine, que vous nous parlerez d'un certain général Dupin, un personnage... Colonel, pardon, haut en couleur. Oui, ô combien haut en couleur, et nous allons voyager avec lui. Et puis, nous accueillons pour la troisième partie de l'émission Monsieur Jean-Claude Rollina, qui est déjà venu à notre émission pour nous parler d'un ouvrage qu'il a consacré au général Péronne, l'Argentin. Oui. Et il revient parmi nous pour nous parler cette fois-ci de Ian Smith, le chef d'État qui a, contre vents et marées, tenté de maintenir pendant une dizaine d'années, à partir de 1965, une Rhodésie blanche autonome en Afrique australe. Un personnage intéressant, un personnage tout à fait exceptionnel, largement oublié aujourd'hui, mais je crois qu'il faut remercier Monsieur Rollina d'avoir rédigé cet ouvrage. C'est l'occasion de redécouvrir un Européen on va apprendre plein de demeuré choses, debout. Voilà. Et alors donc nous commençons par la Serbie pendant la guerre de 14. Voilà. Alors j'allais dire tout ça pour ça. La Serbie, c'est quand même à cause de la Serbie qu'on s'est retrouvé en guerre. Oui. Je fais c'est un raccourci, un résumé peut-être un petit peu rapide. On sait comment va se déclencher la guerre après l'attentat de Sarajevo, qui est commis par des militants serbes du mouvement Jeune Bosnie. Gavrilo Princip, c'est lui, bien sûr, qui tue l'archiduc François Ferdinand et son épouse. Alors toute la question s'est posée ensuite des liens entre l'assassin et puis la Serbie. Ce que l'on sait, c'est qu'il est passé à Belgrade avec deux de ses complices peu de temps auparavant, qu'il a eu des contacts avec un certain major Tankovic qui était lié au service secret serbe, qui se confondait eux-mêmes avec une organisation ultranationaliste, la Main Noire, dirigée par le colonel Dimitrijevic, surnommé le colonel Apis, et que de ce fait, on a pu essayer de rétablir un lien quant à d'éventuels commanditaires de l'attentat. On a pu remonter éventuellement jusqu'à l'attaché militaire russe à Belgrade. En fait, rien de ce point de vue n'est certain, et ce qu'il faut rappeler, c'est que le gouvernement serbe, le gouvernement de Pašić, à l'évidence, n'est pas directement du tout concerné par cette affaire. En plus, il faut le rappeler, la Serbie est en pleine campagne électorale à l'époque, quand tout cela survient, et le gouvernement Pašić, qui vient de sortir de 2 années de guerre, les guerres balkaniques de 1912 et 1913, qui ont permis à la Serbie de s'étendre de manière spectaculaire, de récupérer la vieille terre serbe historique du Kosovo et une partie importante de la Macédoine. Ce gouvernement serbe, il n'est pas du tout prêt ou en situation de vouloir provoquer la puissance autrichienne voisine. Alors on connaît ensuite le mécanisme qui se met en œuvre, l'ultimatum autrichien, le refus d'un certain point de cet ultimatum, l'enquête conduite en Serbie par la police autrichienne, et puis du coup ensuite bien la mécanique des alliances va jouer. La Russie entend soutenir son protégé serbe, une Russie qui est restée passive depuis plusieurs années dans les Balkans et qui considère que, elle ne peut plus conserver cette posture-là si elle entend maintenir son influence dans cette région. Et puis ça va nous mener à la catastrophe que l'on sait avec la mobilisation générale russe du 30 juillet qui va entraîner en contrepartie les mesures allemandes analogues, et puis ensuite les conditions militaires font que l'Allemagne, appelée à se battre sur 2 fronts, ne peut pas attendre et va précipiter les choses en déclarant la guerre le 1er août à la Russie, puis le 3 août à la France. Les alliances, c'est dangereux. Voilà.
c'est dangereux. Tout à fait. Alors, en 1915, où en est-on? Alors, il faut d'abord rappeler ce qui s'est passé en 1914 même. Les Autrichiens, le patron de l'armée autrichienne, Konrad von Zendorf, lui, ce qu'il entend mettre en œuvre, c'est une simple promenade militaire. Il est persuadé qu'on va pouvoir punir la Serbie, châtier la Serbie, comme c'était l'expression employée pour le meurtre de Sarajevo. Les choses ne vont pas du tout se passer comme cela. Le 28 juillet, Belgrade est bombardée. C'est le début des hostilités entre Austro-Hongrois et Serbes. Et puis, les Autrichiens, les Austro-Hongrois vont déclencher l'offensive avec 3 corps d'armée aux ordres du général Potiorek. Le général Potiorek, c'est lui qui aurait dû être chargé de la sécurité à Sarajevo. Donc, on peut évidemment s'interroger sur les compétences ou les qualités du personnage. Il voulait se rattraper. Donc, les forces autrichiennes vont franchir la Drina et la Save, qui marquent les frontières avec la Serbie, mais elles vont se heurter très vite à une contre-attaque menée par le voïvode serbe Putnik, et du coup, après 9 jours de combats farouches, eh bien, les Austro-Hongrois doivent se replier. Donc, c'est un premier échec dans les tout premiers jours du conflit. Cette idée de promenade militaire qui avait été évoquée, agitée auparavant, on voit que ça tourne très mal. C'est quand même une humiliation pour l'Autriche. Voilà. Et alors, la petite armée serbe ne peut exploiter son succès parce qu'elle n'a pas les moyens à la hauteur, évidemment, en termes de matériel, de munitions. Mais c'est vrai que la surprise est de taille en ces premiers jours de la guerre, donc en août 1914. Les Austro-Hongrois ne vont pas s'avouer vaincus et ils vont lancer en novembre, le 6 novembre, une deuxième offensive contre la Serbie, cette fois avec des moyens considérables. Les Serbes se replient vers le sud. Belgrade, cette fois, est occupée par les Austro-Hongrois, mais en même temps, le général Potiorek étire son dispositif, disperse ses forces parce qu'il est dans la logique d'une occupation du territoire, et du coup, il va prêter le flanc à une contre-offensive serbe, toujours conduite par Putnik, et cette contre-attaque va contraindre les Autrichiens de nouveau au repli, et les Serbes vont même reprendre Belgrade. Incroyable. Donc en novembre 1914, eh bien la petite Serbie, avec ses 4,5 millions d'habitants, tient en échec une Autriche-Hongrie qui en compte 50, mais qui doit se battre aussi, qui doit faire face aussi face aux Russes, vers l'Est. Et combien d'hommes dans l'armée serbe? En fait, il y a à peu près 200 000 hommes dans l'armée serbe. Quand les Autrichiens, nous allons le voir, vont lancer leur grande offensive de 1915 avec les Bulgares, il y en aura 300 000 en face, et avec des moyens très, très supérieurs. Alors donc, en cette fin de 1914, la situation apparaît gelée sur ce front balkanique au moment où s'installe la guerre de position depuis la mer du Nord jusqu'à la Suisse sur le front de l'Ouest. Alors 1915 est marqué au tout début, à partir de février-mars, par l'opération de diversion des Dardanelles, imaginée par Churchill. Pourquoi les Dardanelles? Ça, c'est encore une idée de Churchill, effectivement. C'est une idée de Churchill. Il avait des idées bizarres. Alors non, on sait très bien pourquoi il a cette idée. D'abord, et c'est la tradition britannique en termes stratégiques, on préfère attaquer l'adversaire sur les périphéries, essayer d'attaquer du fort au faible plutôt que de l'affronter directement. Et puis les Anglais ont une préoccupation majeure que l'on connaît bien. Ils voudraient bien prendre Constantinople avant les Russes. On sait que dans les buts de guerre de l'allié russe, il y a la mainmise sur Constantinople. Toute la politique anglaise au XIXe siècle, ça a consisté à soutenir l'homme malade ottoman pour empêcher que la Russie ne mette la main sur le Bosphore et les Dardanelles. Donc c'est aussi une des raisons. Alors Churchill va lancer les Alliés dans cette aventure dont on sait qu'elle se terminera très mal sur un échec complet en 1915 et au prix de pertes. Et une pensée pour les Anzacs très qui ont lourdes. vraiment
Oui, pour les Anzacs et puis pour notre corps expéditionnaire français, qui a aussi beaucoup souffert aux Dardanelles. Mais si l'on évoque les Dardanelles, ça permet d'évoquer aussi le fait qu'il pouvait y avoir une hypothèse alternative, c'est-à-dire soutenir la Serbie et ouvrir un front balkanique. Oui, ça semblait tellement évident d'aller aider la Serbie. Manifestement, avait quand même, après l'entrée en guerre de la Turquie, je dirais un certain boulevard diplomatique pour essayer de reconstituer l'alliance de 1912 contre la Turquie de tous les États balkaniques. La Serbie, la Grèce, le Monténégro, bien sûr. Alors, problème avec la Bulgarie, puisque la Bulgarie s'était retournée en 1913 contre ses alliés de la veille. C'était plus compliqué, certes, mais on aurait peut-être pu éviter ainsi que le tsar Ferdinand ne soit séduit ou tenté par les approches des puissances centrales. C'est très curieux, ces changements de camp comme ça. La Bulgarie, oui, effectivement. Alors, la Bulgarie, en fait, si vous voulez, va se tourner vers les centraux, parce qu'il faut bien dire que l'année 1915 n'a pas été vraiment brillante pour les forces de l'entente. Il y a eu l'échec sanglant des Dardanelles. Les Allemands ont pris l'initiative à l'Est, ils ont conquis la Pologne contre les Russes. L'entrée en guerre italienne a été plus que décevante. Et puis, il y a eu les grandes offensives lancées sur le front français, en Artois, en Champagne notamment, qui ont été des échecs complets également. Donc la Bulgarie, dans ces conditions, elle est naturellement tentée d'aller vers ceux qui semblent être les vainqueurs, en position de force, les éventuels vainqueurs de cette confrontation. Et ça va déboucher sur la convention militaire de Pless, signée entre les Bulgares et les centraux, qui prévoit une coalition des Allemands, des Austro-Hongrois et des Bulgares contre la Serbie. La Bulgarie engageant 3 armées aux côtés de 2 armées, l'une austro-hongroise et l'autre allemande. Alors ça va faire beaucoup contre les alors là, Serbes, effectivement, ça fait beaucoup. Cette force considérable donc est constituée sous l'autorité du général allemand Mackensen, qui sera le vainqueur de la Serbie, qui sera l'année suivante le vainqueur de la Roumanie aussi en 1916. Pour les Serbes, effectivement, la situation est inquiétante. Vers l'ouest, face à la Bosnie-Herzégovine, là, les Autrichiens sont plutôt sur la défensive, parce qu'il faut qu'ils comptent maintenant avec le front italien. Mais vers le nord, il y a 2 armées, une armée autrichienne du général von Kaufs, une armée allemande du général von Gallwitz, qui va réaliser l'effort principal. Et puis vers l'est, il y a 3 armées bulgares, 2 armées qui vont se lancer en direction de Niš, dans l'est de la Serbie, puis plus au sud, une armée qui va s'avancer en direction du Vardar, du fleuve qui s'écoule jusqu'à Salonique, afin de couper les arrières serbes et empêcher toute jonction entre les forces serbes et les forces alliées de l'entente qui commencent à se déployer à Salonique après l'échec des Dardanelles. Alors, situation donc extrêmement difficile, d'autant que le rapport de force n'est pas favorable à la Serbie, qui va être attaquée à partir du nord et de l'est en même temps. Vous l'avez dit, 200 000 combattants serbes, 300 000 en face, les Serbes privés d'artillerie lourde, sous-équipés en matière de moyens de transport, d'artillerie de campagne même, dépourvus de quantité de munitions suffisantes, affectés de plus à ce moment-là par une épidémie de typhus. Donc les choses s'annoncent mal. Alors on a dit que les Serbes auraient pu anticiper les choses en déclenchant une offensive préventive contre les Bulgares, avant d'attendre, de subir l'offensive combinée de leurs adversaires. Oui, mais les Alliés ont retenu les Serbes en leur disant qu'ils espéraient toujours maintenir la Bulgarie dans la neutralité. Donc ça n'a pas marché. Il y avait également l'idée d'un repli général vers le sud afin de réduire le front serbe, mais les Serbes n'ont pas accepté cette hypothèse pour des raisons de principe, parce qu'on ne pouvait pas abandonner sans combattre une partie du sol de la patrie. Alors qu'une telle manœuvre aurait peut-être permis justement de se rapprocher des forces alliées qui arrivaient alors à Salonique, et aurait peut-être permis de maintenir un front au moins dans le sud de la Serbie. Ils ne voulaient pas abandonner le nord de l'Europe.
Voilà, c'est ça, exactement. Alors ça ne se passera pas ainsi. Le 6 octobre 1915, Mackensen attaque au nord. L'armée von Gallwitz va avancer et briser le front serbe. Et puis le 12 octobre, donc quelques jours plus tard, ce sont les Bulgares qui attaquent à l'est. Alors les Serbes se battent comme de beaux diables. Le général Grokovic va défendre Belgrade, mais il ne va pouvoir le faire que pendant 4 jours. La capitale serbe va tomber. Pendant ce temps-là, les Bulgares arrivent jusqu'à hauteur de la ville de Pirot, dans la partie centrale de leur front. Puis tout à fait au sud, la 3e armée bulgare, elle atteint le cours du Vardar à hauteur de Veles, c'est-à-dire qu'elle interdit donc toute liaison entre les forces de Salonique et puis les forces serbes. Bientôt, Senić qui tombe aux mains des Bulgares, qui s'avance vers Pristina, la capitale du Kosovo. La situation devient de plus en plus critique pour les armées serbes qui ne peuvent pas envisager de se replier vers Monastir et vers la frontière nord de la Grèce. Résultat, la seule solution, la seule issue, c'est de partir au sud-ouest à travers les montagnes d'Albanie pour essayer de rejoindre la côte adriatique à hauteur de Scutari. Donc une retraite... terrible. Une retraite terrible. Parce que les montagnes... Voilà, qui va devenir un véritable chemin de croix. Pour cette armée serbe, puisqu'il s'agit de traverser des montagnes tout à fait hostiles, en hiver, dans des conditions climatiques extrêmement difficiles. Oui, il ne fait pas si chaud que ça. Dans la neige, il fait froid, dans les zones les plus basses, c'est la boue, car il n'y a pas de route. Ce sont des régions qui sont complètement sous-équipées dans ce domaine. Ce sont des régions où se trouvent de nombreuses bandes de brigands qui vont s'en prendre aussi à l'armée en retraite, d'autant que cette armée entraîne avec elle toute une cohorte de civils qui fuient l'occupation, avec des femmes, des vieillards, des enfants, etc. C'est l'exode en fait de tout un peuple. C'est pas nouveau dans l'histoire serbe. On a eu des époques où ils se sont repliés vers les zones frontières dans l'Empire d'Autriche pour échapper à une époque à l'Empire ottoman. Le peuple serbe là rejoue encore un épisode tragique de son histoire, avec à sa tête le vieux roi Pierre Ier, qui est présent au milieu de son peuple. Pierre Ier qui avait combattu avec les Français en 1870, qui est un ancien élève de Saint-Cyr. C'est une retraite qui a une dimension quasiment sacrée aussi. Oui. On emmène les reliques du roi Étienne Nemanja, qu'on a récupérées dans le monastère de Studenica pour les emmener avec le peuple serbe pour qu'elles ne tombent pas aux mains de l'adversaire. Ça pouvait porter bonheur. Voilà, des reliques portées sur les épaules des soldats à travers les montagnes d'Albanie. Les pertes, évidemment, vont être très lourdes. 125 000 survivants vont arriver à Scutari, à Elbasan et à Saint-Jean-de-Médua sur la côte adriatique, après avoir traversé donc des conditions particulièrement terribles. Là, à partir du 6 janvier 1916, la flotte française, la marine française de Méditerranée, va venir récupérer sur les plages, dans des conditions d'ailleurs techniquement difficiles, parce qu'il n'y a pas de véritable port, va venir récupérer tous ces réfugiés pour les évacuer vers Corfou, en Grèce donc, les évacuer ensuite pour une part vers Tunis, et puis les ramener ensuite vers Salonique, où ces forces serbes vont être reconstituées pour être une composante de l'armée d'Orient. Entre-temps, les Autrichiens ont envahi le Monténégro, ils ont occupé Scutari dès le 18 janvier. Ceux qui n'ont pas pu embarquer doivent marcher en suivant la côte vers le sud, jusqu'à Durazzo, Valona, en Albanie, et ils vont eux aussi un peu plus tard être récupérés, mais dans cette retraite épique à travers les montagnes albanaises, l'armée serbe en marche va laisser à peu près 100 000 morts. Mais les Serbes ont montré là la ténacité, la volonté qui était les leurs. Ils vont se retrouver ensuite à Salonique, et là, au sein de l'armée d'Orient, en septembre 1918, ils reprendront l'offensive, et ce sera le premier acte de la défaite des empires centraux à ce moment-là.
un petit peuple courageux. Voilà. Alors je profite de cette évocation de la Serbie pour signaler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, que le lundi 23 février, l'Association pour l'Histoire organise un colloque consacré à la Yougoslavie, aux Balkans au XXe siècle, colloque au cours duquel interviendront Alexis Troud, Slobodan Despot, Slobodan Kostandinovic et le colonel Hogar, qui témoignera de l'intervention dans les Balkans en 1999. Donc lundi 23 février à la Maison des Mines, 270 rue Saint-Jacques à 20h30. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci Philippe. Restez avec nous, chers amis. À tout de suite. Je vais vous raconter la vie d'un homme que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'appelle Charles Dupin, en 3 mots, quoique parfois on l'écrive Dupin en un seul mot, et il est colonel. Alors Charles Dupin, il est né en 1814 dans une toute petite ville du Tarn, Las Grèces. Son père est le maire de la ville, c'est de la bonne petite bourgeoisie locale. C'est un enfant difficile déjà, et vous allez voir que ça ne va pas s'arranger avec les années. Mais il intègre Polytechnique en bon rang, 63e sur 136, c'est pas si mal. Et surtout, c'est un merveilleux topographe. Il va se spécialiser dans les cartes. Et c'est vraiment sa plus grande qualité, c'est qu'il est remarquablement doué pour faire des cartes précises, belles, et il sait faire. Et ça va lui servir toute sa vie. Alors, il entre dans l'armée, bien sûr, et se retrouve très vite, en tant que tout jeune officier, à la prise de la Smala d'Abdelkader. Alors, bon, tout le monde connaît par le tableau d'Horace Vernet, qui est gigantesque, qui fait, je crois, 5 mètres sur 20. Enfin, c'est une véritable fresque. Eh bien, celui qui n'est pas encore le colonel Dupin va sauver le colonel Maurice d'une mort certaine. C'est une bataille féroce, à cheval, au sabre, et il se fait vraiment remarquer, ce qui va lui valoir de l'avancement, des décorations. Bref, sa carrière militaire est lancée après la prise de la Smala d'Abdelkader. Il va faire la guerre de Crimée, il va faire la campagne d'Italie. Et puis, en 1860, on cherche des volontaires pour aller en Chine. Bien sûr, il est d'accord. Et là-bas, il va se retrouver dans une guerre d'un autre âge. C'est-à-dire qu'on met des échelles contre les murailles des citadelles. Il est le premier à grimper à l'échelle avec un sabre dans une main. Et quand son sabre tombe, il tire un pistolet. Il a peur de rien. Il passe à travers les balles. Il a un courage absolument hallucinant. Et il prend des forts, en particulier dont le nom chinois m'échappe, mais enfin, il se retrouve avec les Anglais à Pékin. Et là, ça sera le sac du palais d'été de Pékin. Alors, c'est une triste aventure. Au début, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'il est sous l'ordre d'un général qui s'appelle le général Cousin de Montauban. Je sais, ça fait un peu audiard, mais c'est son nom. En fait, c'était Cousin-Montauban, mais comme l'empereur l'avait anobli, ça a fait le Cousin de Montauban. Bon, c'est pas de chance. Comte de Palikao. Comte de Palikao, après la Chine. Oui. Mais en tout cas, le cousin de Montauban, c'est dire ce général qui, au début, dit qu'il faut être absolument... Montauban, les ambitieux, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle quelque chose. Eh bien, il n'est pas totalement blanc-bleu dans cette histoire-là, parce qu'au début, il dit qu'il faut toucher à rien, il faut respecter. Puis après, il dira, oui, mais enfin, les Anglais se sont largement servis, on ne voit pas pourquoi on ne serait pas servis nous aussi. Cousin de Montauban va revenir avec 200 caisses de trésors inestimables, et Dupin aussi. Alors, il en profite aussi pour faire des relevés topographiques magnifiques, bon, ça c'est bien, mais il revient à Paris avec un butin absolument considérable. Et comme il est pas très malin, il va faire des annonces un peu partout dans la presse en disant qu'il a à vendre des objets remarquables, il va organiser des ventes à Drouot, et ça va finir par faire désordre, parce que là, c'est quand même du pillage pur et simple, avec des objets de tout premier plan, en particulier un album de peinture sur soie qui était absolument inestimable, et il va être puni, il va être mis à pied pendant 6 mois.
qu'à cela ne tienne, il vend quand même les objets d'art, hein, qui se retrouvent un peu dans tous les musées, dans toutes les galeries de l'époque, et encore maintenant. Il a toujours besoin d'argent parce que, il mène une joyeuse vie, c'est un buveur, gros mangeur, qui aime faire la fête, et 2, il aime les femmes. Il adore les femmes et ça lui coûte très très cher. Ça va finir par lui coûter sa carrière aussi, d'ailleurs. Et sa santé, parce qu'il va quasiment en mourir. Comme quoi, hein. Enfin, là-dessus, c'est le Mexique. Alors, le Mexique, ça avait tout pour l'attirer, évidemment. Un pays à sa démesure. C'est Cameron, ça, triste souvenir. Mais tout de suite après Cameron, lui, il va arriver là-bas avec une autre tactique, une tactique de guérilla. C'est-à-dire qu'il va s'inspirer d'un Suisse, qui s'appelle Stockel, et il va monter des petits groupes. Il commence avec 100 hommes, après il en aura 200 ou 250, mais pas plus. Et il fait une guerre qui n'est pas la guerre classique des officiers de Saint-Cyr. Il fait une guerre de guérilla absolument féroce, c'est-à-dire qu'il dit à la population, voilà, moi je m'appelle Dupin, vous n'avez rien à attendre de moi, soit vous vous écrasez, soit je brûle vos villages, je massacre les hommes, je viole les femmes, je pille vos ressources. De toute façon, vous ne vous en sortirez pas. Il est redouté, mais redouté. Il est appelé le Diable Rouge des terres chaudes. Et ça marche, Il fait une guerre incroyable. À un moment, bon, il va un peu exagérer. Du coup, les soldats mexicains, quand ils attraperont après des soldats français, ça sera terrible. Ils vont les enterrer vivants avec juste la tête qui dépasse et ils font passer la cavalerie là-dessus. Vous imaginez un petit peu. Lui, sa spécialité, c'était plutôt de prendre les ennemis par les pieds en plein soleil et de les laisser mourir de soif, etc. Bref, il va dire lui-même, j'ai fait une guerre atroce. Alors, il est amoureux de sa nièce, qui est une jeune fille pure et douce. Il lui écrit des lettres, on sait plein de choses comme ça, mais évidemment, les parents de la nièce, d'abord, ça serait de l'inceste, et 2, il a quand même une réputation un petit peu lourde. Alors, il va être remplacé au Mexique, parce que vraiment, il a exagéré, d'abord par le descendant de Ney, qui va faire à peu près la même politique, puis par Galifet. Alors Galifet, ça va être encore pire, hein. Galifet, c'est quelqu'un, il va être blessé au Mexique, blessé au ventre, une éventration. Il va dire lui-même, je reviens avec mes tripes dans mon képi. Et c'est vrai. Et tout le reste de sa vie, il va avoir une plaque d'argent sur le ventre. Et il va pas en mourir, hein, c'est incroyable. Galifet, il va faire une politique de terreur au Mexique. Et une fois bien chaud, il continuera pendant la guerre de 70, puisque vous savez, pendant la Commune, il a pas mal fusillé. Il faisait passer les prisonniers de la communards devant lui. Ceux qui avaient les cheveux gris, hop, fusillés. Il disait, vous avez dû connaître 1848, vous n'avez rien appris, allez hop, une balle dans la tête. Il va quand même faire une brillante carrière, Galifet, il va finir ministre de la guerre. Quand il arrivait dans l'Assemblée, toute la gauche hurlait « Assassin, assassin !» et Galifet se retournait en disant « Assassin ? Oui, présent, c'est moi. » Bref, c'était une époque virile. Alors, Dupin, eh bien, ça va s'arrêter assez vite. Il va mourir à 54 ans. On le ramène manu militari en France parce que quand même, il a un petit peu exagéré. Et il va mourir de ses excès. Il n'aura même pas 54 ans, il aura 53 ans. Mais il a laissé des livres, en particulier de topographie du Japon, remarquables. Il est allé aussi faire une petite campagne comme ça au Japon, au passage. Et il écrit des choses assez curieuses en disant, autant, je cite, hein, autant le chinois est abruti, autant le japonais est vif et intelligent. Bon, les auditeurs apprécieront. En tout cas, Charles Dupin, eh bien, il est mort dans son lit. Alors, comme je vous l'ai annoncé, chers téléspectateurs, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jean-Claude Rollinat, qui vient de publier une biographie d'un personnage sans doute oublié aujourd'hui pour la plupart de nos concitoyens. Il s'agit de Ian Smith, qui fut le Premier ministre de la Rhodésie rebelle à partir de 1965, quand cette colonie britannique a refusé de céder aux sirènes de la décolonisation qui était alors en cours.
Alors, Jean-Claude Rollinat, il faudrait peut-être tout d'abord rappeler à nos téléspectateurs ce qu'était ce territoire de Rhodésie. Les plus anciens se souviennent qu'il y avait une Rhodésie du Nord et une Rhodésie du Sud. Tout ça nous renvoie aux époques coloniales antérieures à 1960. Comment cette colonie britannique s'était-elle constituée? On sait que son nom vient de celui de Cecil Rhodes, qui a été l'un des grands artisans de l'aventure coloniale britannique en Afrique australe. Comment tout cela s'était-il mis en place? Quelles étaient les ressources des dites colonies? Existait-il une différence entre Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud? Pouvez-vous nous reconstituer dans un premier temps le cadre général de cette histoire? Oui, d'abord merci de m'accueillir. C'est l'époque coloniale dans toute sa splendeur. Tout le monde se rue sur l'Afrique, les Belges, les Portugais, les Français bien entendu, les Britanniques et même les Allemands qu'on a oubliés. Et donc les Britanniques, sans jeu de mots, se sont appropriés la part du lion. Tout d'abord, ça avait commencé par les Hollandais à la pointe sud de l'Afrique en 1652 par le débarquement des troupes et des colons de John van Riebeeck qui s'installent donc à la pointe sud de l'Afrique, le Cap. Et puis, évidemment, les Anglais, par la suite, furent intéressés, ont débarqué et ont réduit, non pas en esclavage, le mot serait trop fort, mais enfin, ont totalement colonisé les Afrikaners qui ont, à leur tour, cherché à fuir la domination britannique et à monter vers le centre de l'Afrique pour y fonder des États bourgs, à savoir la République du Transvaal et celle de l'État libre d'Orange. Mais Cecil Rhodes, que vous avez évoqué, lui, était un impérialiste britannique. Il a d'ailleurs été Premier ministre de la colonie du Cap, car, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais les Anglais n'ont pas la même conception que nous dans le système de l'organisation de leur territoire. Et Cecil Rhodes s'est vite rendu compte que ces territoires étaient potentiellement très riches en minerais et en possibilités agricoles. Et donc, il a favorisé l'implantation de colons au-delà du fleuve Limpopo, c'est-à-dire au nord des républiques bourgs. Et la reine Victoria a, comment dirais-je, a accordé une charte à une compagnie qui s'appelait la British South Africa Company en 1889. Et donc il y avait des colons qui avaient des moyens matériels restreints, certes, mais qui pouvaient donc partir. C'est l'aventure du Far West qu'on a vu au cinéma. C'est les chariots bâchés, les bœufs, les familles, etc. Et bien entendu le fusil et la Bible. Là, on n'est pas chez les protestants calvinistes purs et durs, là nous sommes chez les anglicans. Car ça va être une population, non pas d'origine hollandaise, mais une population essentiellement d'origine britannique, anglaise, irlandaise et écossaise. Et notamment, le père de Ian Smith est un Écossais qui s'installe là-bas en 1898, dans des terres encore sauvages, vierges. Bon, alors là, par contre, contrairement à l'Afrique du Sud, où les Blancs n'avaient rencontré aucune population noire, tous ces territoires étaient vierges de population noire. Les Bantous descendront après l'arrivée des Blancs. Là, par contre, les colons blancs se heurtent aux tribus Matabele d'abord et aux Shona, bien, puisque ce sont essentiellement les deux principales ethnies qui peuplent les Rhodésies. Ce qui s'appellera Rhodésie, puisque Cecil Rhodes va donner son nom à ces territoires, qui s'appellent aujourd'hui, alors évidemment pour la Rhodésie du Sud, Zimbabwe. La Rhodésie, ex-Rhodésie du Nord, c'est la Zambie, et un pays parent pauvre, le Nyasaland, qui s'appelle aujourd'hui le Malawi. Bon, donc tout ça, ce magma de tribus et de colons vont s'organiser, se fédérer, et petit à petit, bien entendu, il va y avoir l'implantation de fermes, de petites villes, des petites villes style Far West, style western, comment dirais-je, les maisons avec véranda, les chariots bâchés, les troupeaux de bœufs, etc. Donc, monsieur Ian Smith Senior acquiert une petite, comment dirais-je, il appartient à la classe, une certaine aisance, il appartient à la bourgeoisie naissante de ce territoire. Et son fils, qui est le cadet d'une fratrie, bien entendu, va connaître la jeunesse de tous les enfants blancs, c'est-à-dire une vie de petit sauvageon, entre guillemets, puisque là, on a l'espace,
Une nature magnifique. Une nature magnifique, il faut bien le dire. C'est le bled. Bon, il y a des animaux sauvages. Et il joue bien entendu avec d'autres petits blancs, mais il joue surtout avec des petits Africains parce que le personnel des fermes vivait avec les maîtres, entre guillemets. Bien. Il ne faut pas confondre quand même le colonna britannique avec l'esclavage, ni même avec ce qui va devenir plus tard l'apartheid en Afrique du Sud. C'est assez différent. Et ce jeune homme, Ian Smith, évidemment, va suivre des études et il va les suivre dans l'université britannique de Grahamstown en Afrique du Sud, qui est la rivale de Stellenbosch, qui est, elle, l'université africanaire d'excellence. Et toutes ces universités vont être des pépinières d'hommes d'État, bien entendu, de la région. Arrive, si vous voulez, l'époque de l'autonomie de cette colonie britannique de Rhodésie du Sud, par opposition à la Rhodésie du Nord. La Rhodésie du Sud va attirer, par, si vous voulez, la richesse de sa nature, la fertilité de ses terres, va attirer beaucoup plus de colons que le Nyasaland, très peu le Nyasaland, et la Zambie, la future Zambie. Cette future Zambie est intéressante par ce qu'on appelle la Copper Belt, c'est-à-dire le cuivre. La Rhodésie, c'est une terre qui permet quasiment toutes les cultures. Maïs, blé, sorgho, millet et tabac, qui sera un produit d'exportation numéro 1. Et des conditions climatiques, très favorables du fait de l'altitude. Du fait de l'altitude. Ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec les côtes basses de l'Afrique, hein, comme par exemple au Libéria ou au Nigeria. Oui, avec le bassin du Congo. Voilà, bassin du Congo, c'est beaucoup plus sain. C'est plus sain, donc risque de maladie moindre, et donc favorable au développement et à l'installation de populations d'origine européenne. Alors ça ne se passe pas tout à fait bien, bien entendu, avec les indigènes. Et puis bon, en 1922, le pouvoir britannique décide de donner l'autonomie politique à cette colonie. Contrairement à la France, qui, elle, si vous voulez, par décalque, en fait, reproduisait son système administratif centralisé en métropole, jacobin, et reproduisait ça dans ses colonies. C'est-à-dire que c'est pyramidal. Il y avait un conseil très restreint, le gouverneur, d'où émanait tout, le gouverneur étant rattaché au ministère parisien. Là, c'est tout à fait différent. On donne l'autonomie aux colons, et évidemment, la population indigène ne participe pas encore aux affaires. Ça va être toute la problématique par la suite, car il y aura une prise de conscience des élites noires, évidemment, de leur situation d'infériorité politique et économique dans des États qui étaient encore unitaires. Ian Smith, je fais vite, Ian Smith donc interrompt ses études puisque la guerre de 40 éclate et que la Rhodésie étant une colonie britannique, elle est soumise, bien entendu, au devoir de conscription. Et Ian Smith, lui, se porte volontaire pour l'armée de l'air, pour la Royal Air Force. Il va devenir pilote et il va avoir évidemment un accident extrêmement grave qui va le marquer dans sa chair à vie. Au décollage de son avion Hurricane en Égypte, d'une base égyptienne, il a combattu notamment dans l'affaire d'Al Alamein, mais là, au décollage, son avion est en perte de vitesse et il s'écrase. Il s'écrase et il est gravement brûlé, ce qui fait que d'ailleurs qu'il va perdre provisoirement l'usage d'un œil et qu'il aura évidemment une chirurgie esthétique qui va modifier un petit peu son apparence et il va avoir une joue quasiment immobile. Ça ne l'empêche pas de revenir au combat et à nouveau là il va connaître encore des péripéties dans sa vie. Il est abattu lors d'une mission au-dessus de l'Italie, il est abattu au-dessus de la Ligurie et il sauve sa peau, il saute en parachute et il est recueilli par des partisans, puisque l'Italie à l'époque était divisée en deux, la République sociale du Nord et le royaume d'Italie avec Badoglio et le roi au sud. La Ligurie, Gênes étant dans la zone nord de la République sociale italienne, il est protégé et recueilli par des partisans. Ce qui lui permettra, lorsque l'armée d'Afrique va débarquer en Provence et remonter dans le sud-est de la France, de rejoindre les Alliés et de continuer la guerre. Et la guerre, évidemment, va cesser et il sera démobilisé. Et il revient dans son pays pour terminer ses études à Grahamstown.
et reprendre, alors que les études n'avaient rien à voir avec l'agriculture, mais il va reprendre la ferme familiale et la développer. Cette ferme familiale est à Churungui, qui est tout près de la ville où il est né, c'est-à-dire Selukwe, qui est située à 140 km au sud-ouest de Salisbury, qui s'appelle aujourd'hui Harare, puisque les Africains ont une propension irrépressible à vouloir changer les noms de jadis. Donc le voilà qui va prendre aussi femme. En 48, il se marie avec une dame qui a déjà un enfant, qui s'appelle Jeanne. Ils fondent un foyer, ils vont avoir tous les deux un fils, Alec, avec lequel d'ailleurs il ne sera pas d'accord politiquement, mais avec lequel il se réconciliera par la suite. Et il va se lancer en politique, parce que quand on est fermier, il y a les syndicats des fermiers, etc. Il se lance en politique, et il va créer un parti qui s'appelle le Reform Party. Il est tout d'abord élu dans le Parti fédéral uni. Alors, vous m'aviez posé une question, je crois, au sujet de cette fédération d'Afrique centrale. Oui, oui. Alors, les Anglais ont Austral. un certain génie pour organiser un petit peu leur territoire. Ils l'ont fait en Malaisie, en regroupant différentes principautés. Ils le referont en Arabie du Sud, autour d'Aden, en fédérant différents émirats. Ça n'a pas duré, mais bon, dans un premier temps, ça tenait. Et ils vont le faire en Afrique centrale, en créant de toutes pièces une fédération dite des Rhodésie-Nyasaland, qui va s'appeler officiellement Fédération d'Afrique centrale, qui est créée en 1953 et qui va disparaître 10 ans après. Et cette fédération a des pouvoirs autonomes très importants, puisqu'elle a une force armée, et bon, elle a sa propre politique économique de développement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas accès de la majorité noire aux institutions politiques, alors qu'on est en pleine fermentation. Les années 50, les années 60, ce sont les années de l'indépendance, des indépendances africaines. Déjà, l'ex-communauté française, en 1960, les unes après les autres, après que la Guinée soit partie en 58, toutes les autres s'éloignent. La communauté française vole en éclats, elle n'aura duré qu'un an et demi. Les territoires britanniques, les uns après les autres, deviennent indépendants. Dans l'ancien Tanganyika, Tanzanie, le Kenya, etc. Restent ces beaux morceaux, Rhodésie du Nord, Nyasaland et Rhodésie du Sud, et qui vont connaître le développement d'une guérilla particulièrement dure et sévère, tout d'abord au Nyasaland. Les négociations avec M. Hastings Banda, qui est le leader des rebelles du Nyasaland, vont aboutir à la création d'un État indépendant, le Malawi. Donc, déjà, une perle qui s'en va du collier. Restent les deux Rhodésies face à face. La Rhodésie du Nord est un protectorat. Les Anglais négocient directement avec le futur président de la Zambie, et la Zambie, bien entendu, quitte la fédération. La fédération ne se résume plus qu'à la seule Rhodésie du Sud. Donc, ça ne rime plus à rien. Donc, Sir Roy Welensky, qui est un cheminot juif d'origine polonaise, qui était Premier ministre fédéral, évidemment, et il remet son mandat, et la fédération est dissoute de facto en 1963. Et là, M. Ian Smith, je parlais du Parti réformiste tout à l'heure, il le crée, et puis il va s'associer avec un autre parti politique qui est issu de l'ancien Parti fédéral uni, qui n'avait plus aucune raison d'être puisque la fédération n'existait plus. Et ils vont fonder ce qui s'appelle le Rhodesian Front. Et alors là, le Rhodesian Front va dire, bon, puisque nous sommes seuls, nous, Rhodésie du Sud, nous allons prendre nos affaires en main. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et donc, cette colonie britannique, alors à l'époque, il faut savoir que c'était l'essentiel de la population britannique de la Fédération, essentiellement d'origine britannique, j'insiste. Alors qu'en Afrique du Sud, c'était plus composite. Là, c'est quand même, au départ, la Fédération essentiellement d'origine britannique, irlandais, anglais et écossais, qui, là, étaient tout à fait solidaires, n'épousaient pas les querelles de la métropole. Et donc, le Rhodesian Front va avoir comme message l'indépendance. L'indépendance. Or, M. Wilson, travailliste et Premier ministre à l'époque à Londres, et il est tout à fait d'accord pour accorder l'indépendance à la Rhodésie du Sud, à une condition, c'est qu'on applique la loi de la majorité. C'est-à-dire que, évidemment, les Blancs, à l'époque, sont 250 000, ils n'en représentent que 5 à 6% de la population. Ah oui. Et il y a un hic, effectivement, s'ils sont 5 à 6% de la population, ils sont quand même largement majoritaires dans l'Assemblée locale, puisqu'ils appliquent le système du sens. C'est-à-dire que seuls les Noirs ou les Indiens qui ont un certain revenu et qui sont alphabétisés peuvent voter. Alors effectivement, vous avez des députés noirs et des députés
hindous, puisqu'il y a une toute petite minorité asiatique, qui sont au Parlement. Mais l'immense majorité des députés, ce sont des députés blancs. Et le Rhodesian Front va organiser, si vous voulez, un référendum pour demander l'avis aux Rhodésiens. Et Ian Smith, qui veut consulter quand même la population africaine, se tourne vers les chefs coutumiers. Alors les chefs coutumiers, ça représente toute la population noire non urbanisée. Les Sud-Africains ont connu la même chose et ont fait un peu la même chose avec les homelands. Bon. Politique dite des Bantoustans. Moi, je préfère le terme de homeland. Et donc, Ian Smith, qui est devenu entre-temps non seulement ministre, mais Premier ministre en succédant à Sir Winston Field, avec son parti, le Rhodesian Front, fait un référendum. Il le gagne à une très large majorité. La plupart des Blancs d'Afrique du Sud votent en faveur de l'indépendance, de même qu'ils avaient voté 20 ans plus tôt contre leur attachement à l'Union sud-africaine. Toujours le clivage british-africanaire. Et cette indépendance, eh bien, M. Ian Smith va lui donner, après avoir reçu l'accord des chefs coutumiers, il va lui donner une consistance. Et il choisit une date solennelle, il choisit le 11 novembre 1965 pour proclamer l'indépendance unilatérale de la Rhodésie du Sud à la face du monde entier. Alors immédiatement, c'est un tollé international. Quoi, ces racistes, ces colonialistes qui se permettent, etc., etc. Et cette Rhodésie a tous les atouts pour durer. Oui, des atouts économiques. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'embargo qui va être immédiatement appliqué d'une façon impitoyable, mais qui sera tourné grâce aux amis portugais qui tiennent encore l'Angola et la Mozambique, et grâce aux Sud-Africains, qui dans un premier temps jouent la carte de l'indépendance rhodésienne, dans un premier temps. Grâce à, si vous voulez, ces alliés objectifs, la Rhodésie va pouvoir, malgré l'embargo, avoir du carburant et développer, elle sera obligée d'une petite industrie. Donc la Rhodésie développe une petite industrie. Elle n'a aucune difficulté pour s'armer, côté français, avec des hélicoptères Alouette, côté israélien aussi. Qu'on leur donne ou qu'ils achètent? Ils achètent. On ne sait pas. Ils payent. Ils payent. Ils ont des appareils britanniques qu'ils avaient déjà parce que la Fédération d'Afrique centrale avait sa propre armée. Donc ils ont des chasseurs à réaction Hunter. Bon, à l'époque, c'est pas le nec plus ultra, mais ça suffit largement pour l'Afrique. Oui, ils ont des vampires à réaction. Ils ont des avions de transport Dakota qui ont fait le débarquement, mais qui volent toujours. Ils en volent encore aujourd'hui. Absolument. Bon, ils ont des avions d'entraînement, des Marchetti SF Warrior, 262 Warrior, c'est des avions de fabrication italienne qui ont transité par la Belgique, qui leur ont été livrés. C'est excellent, ça, pour faire du strafing de guerrilleros au niveau du sol. Bref. Ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Ils ont la British South Africa Police, composée 50-50, 50% blancs, 50% noirs, et quasiment aucun cas de désertion. Donc, ils ont un outil militaire qui représente, au total, si on mobilise tout le monde, réservistes, police armée, ils ont 80 000 hommes. Ça suffit largement, pas si mal, dans un premier temps, ça suffit largement pour venir à bout des guérillas de M. Mugabe et de M. Joshua Nkomo. Alors, il faut savoir que ces deux guérillas sont deux guérillas ethniques. Celle de la ZANU, M. Mugabe, c'est la guérilla des Shona, ethnie majoritaire. Et la ZAPU, celle de M. Joshua Nkomo, c'est la guérilla des Matabele, qui sont des cousins des Ndebele d'Afrique du Sud. Mais ça, le professeur Lugan vous l'expliquerait mieux que moi. Donc, ces deux armées, l'une s'appuie sur la Zambie et l'autre s'appuie sur le Mozambique, parce que la mauvaise nouvelle pour la Rhodésie, c'est qu'en 1974, la révolution des œillets à Lisbonne a fait que les capitaines ont largué l'Empire portugais. Et donc le Mozambique est devenu un État indépendant en 1975, sous la tutelle du Front de libération du Mozambique, le Frelimo, et qui a tout de suite, bien entendu, joué avec ses alliés de la ZANU et de la ZAPU. C'est-à-dire Zimbabwe African National Union et Zimbabwe African Popular Union. Vous voyez, bon, bref. Donc ça se gâte pour la Rhodésie. Donc ça se gâte pour la Rhodésie, très sérieusement. Là, évidemment, Ian Smith se rend compte que ça va être une guerre d'usure. C'est un conflit qui fera quand même, je crois, plus de 4000 morts civils, bien répartis, blancs et noirs. 1 millier de soldats et de policiers rhodésiens mourront et un peu plus de 10 000 guerrilleros.
Donc c'est quand même un conflit dur, et c'est un conflit de type, j'allais dire, ce que les Portugais ont connu en Angola et ce que les Français ont connu en Algérie. Hein, c'est-à-dire que c'est une guerre de brousse et une guerre de python aussi. Hein, et alors ils ont créé des unités Grey Scout, Selous Scout, même certains qui se battent à cheval. Ils ont créé des commandos héliportés. Et ils ont une aviation qui peut frapper en Zambie, en Tanzanie, les camps de leurs ennemis. D'ailleurs, ils ne s'en sont pas privés, ils ont fait de nombreux raids aériens qui ont été évidemment condamnés comme il se doit à l'ONU et ailleurs. Donc, mais, si vous voulez, la population blanche, quand même, elle est retranchée dans ses fermes, dans la brousse. Il y a quelques assassinats. Il y a 2 appareils de civils Vickers Viscount de la compagnie Air Rhodesia qui sont abattus par des missiles tirés par les rebelles parce que les Russes, les Soviétiques plus exactement, soutiennent M. Nkomo et les Chinois soutiennent M. Mugabe. Donc, mais c'est une rivalité dont on verra si on a le temps plus tard que ça va mal se terminer aussi côté africain. Et Ian Smith et son gouvernement se rendent compte quand même que ça ne peut pas durer comme ça. Il y a des offres de services qui sont faits, Kissinger qui vient là-bas. En fait, Ian Smith se rend compte que s'il ne négocie pas le pouvoir avec des Noirs, et il va choisir des Noirs modérés, c'en est fini de la communauté blanche, que ça se terminera par un bain de sang et par un désaveu international total, et que malgré les potentialités économiques qu'ils ont, ils ne tiendront pas le coup à long terme, ils ne sont pas assez nombreux. Ils sont au plus haut niveau de population en 1975-1976, mais c'est le plus haut niveau aussi de guerre. Ils sont à 280-290 000 blancs. Mais très vite, si vous voulez, la population blanche va diminuer. Parce que... les gens s'en vont. Les gens s'en vont, oui, ce que va connaître l'Afrique du Sud plus tard. Les gens s'en vont. Il y a des massacres de fermiers, comme ce qui se passe en Afrique du Sud. Il est évident que les gens qui ont des familles et des enfants... il y a eu des missions qui ont été attaquées aussi, des enfants noirs enlevés par des guerrieros. Bon, si vous voulez, ça se dégrade. Ça tourne mal. Les routes sont minées. Ils ont inventé des machines très curieuses avec au perché des grandes roues et des coques en V pour pouvoir circuler. J'en avais vu dans un musée. Et donc, négociation avec le pouvoir britannique, bons offices de M. Kissinger, ça ne marche pas. Rencontre dans un wagon de chemin de fer. C'est fou ce que les wagons de chemin de fer ont comme histoire. Au-dessus, très symbolique, sur le pont qui est parallèle au Victoria Falls, qui fait la frontière entre Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud. Et il y a un pont, si vous voulez, qui est parallèle, et le chemin de fer s'arrête, laisse le wagon des plénipotentiaires juste au milieu. Et là, tout ce petit monde va discuter. Bon, petit à petit, on avance quand même vers un compromis. Et ce compromis aura lieu en mars 1978, dit du compromis interne, règlement interne. C'est-à-dire que Ian Smith et son parti, le Rhodesian Front, acceptent pour la première fois que les Noirs puissent participer aux affaires. Et il négocie avec l'abbé Monseigneur Abel Muzorewa, qui est le dirigeant d'un parti politique qui s'appelle l'UANC, la Convention d'Union nationale africaine, quelque chose comme ça, et qui est un noir modéré. En plus, il est évidemment anglican, il est évêque anglican. Le pouvoir va être progressivement remis entre les mains de Monseigneur Abel Muzorewa, qui va devenir Premier ministre, et ça sera la première fois qu'il y aura un Premier ministre noir en Rhodésie. Et évêque en plus. Évêque en plus. Ian Smith reste au gouvernement, bien entendu, avec un ministère dit son portefeuille. Mais c'est l'homme influent, c'est le représentant, si vous voulez, unique de la communauté blanche, parce que son parti rafle la totalité des 20 sièges qui leur sont réservés dans la nouvelle Assemblée, qui en compte 100. C'est-à-dire qu'ils ont accepté l'idée du one man, one vote. Vous voyez le chemin mental, le long cheminement qu'a fait M. Smith. Parce que c'est un pragmatique, parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rester sur cette position-là. Et qu'il n'avait pas fait comme les Sud-Africains, ces homelands différents pour les différentes nationalités. Donc, État unitaire, la Rhodésie, et il passe la main à Monseigneur Muzorewa. Mais ça ne plaît pas à la communauté internationale et ça ne plaît pas à Madame Thatcher, qui pourtant, étant du Parti conservateur, dit de droite, aurait pu trouver l'accord, cet accord dit de règlement interne, tout à fait présentable. Non, la communauté internationale, à savoir les États-Unis,
Et le Royaume-Uni vont dire non, non, il faut discuter avec M. Mugabe et avec M. Joshua Nkomo, qui ont entre-temps associé leurs deux mouvements pour former le Patriotic Front, PF, Front Patriotique en français. M. Muzorewa et ses amis du Rhodesian Front et les autres partis politiques noirs, notamment du révérend Sitole, qui lui aussi était un rebelle à l'origine et qui participait à la nouvelle expérience mixte, blanc-noir, d'un gouvernement multiracial, pacifique, dans un esprit pacifique. Et là, évidemment, l'Afrique du Sud, c'est là où l'Afrique du Sud va lâcher la Rhodésie. Alors, déjà que la Rhodésie avait, qui changeait de nom, elle s'appelait Rhodésie, elle est devenue Rhodésie-Zimbabwe. Elle deviendra après Zimbabwe-Rhodésie et Zimbabwe-Togo. Sans que les habitants de la région en aient profité en quoi que ce soit. Et ce front mozambicain qui fait 1000 km, c'est impossible à le tenir. L'Afrique du Sud retire son contingent. Elle avait mis à la disposition de la Rhodésie un contingent de policiers. Elle le retire. Elle pousse le gouvernement local d'accepter les conditions proposées par Thatcher, Kissinger, à savoir négocier avec le Patriotic Front. Et ces discussions ont lieu en Angleterre, dans une maison qui s'appelle Lancaster, d'où les accords de Lancaster House, qui vont être négociés à partir d'octobre 1978 et qui seront ratifiés, paraphés en décembre, en décembre 79. Que disent ces accords de Lancaster House? C'est un peu une capitulation, genre accord d'Évian. On connaît. C'est, bien sûr, l'intégralité du One Man, One Vote. C'est le retour dans des casernes de l'armée rhodésienne, et avec mission de ne point en sortir. C'est des zones de regroupement pour les maquisards du Front Patriotique. Et c'est Lord Soames, gouverneur, qui a une parenté très forte avec Winston Churchill, qui va devenir provisoirement gouverneur de cette Rhodésie qui retrouve le pavillon de Sa Majesté. Un contingent australien, néo-zélandais, fidjien vient pour assurer la police sous la bannière de l'ONU. Alors tout ce petit monde-là, évidemment, vit tant bien que mal. Il y a le cessez-le-feu, une amnistie. Ça tient à peu près. Et à nouveau, quelques mois plus tard, le 18 avril 1980, changement de drapeau, on hisse le drapeau du nouveau Zimbabwe. Et M. Mugabe, contre toute attente, a gagné les élections générales. M. Nkomo, forcément, qui représente l'ethnie Matabele, qui est minoritaire, a moins de députés, puisque c'est un vote tribal, c'est un vote ethnique. Et les Blancs ont toujours leurs 20 sièges constitutionnellement garantis. Mais c'est là où on va voir que ça va tourner vinaigre. Pour rassurer les Blancs, Mugabe rencontre Ian Smith, par l'intermédiaire du fils de Ian Smith, qui était en bonne position pour négocier. Mugabe accorde au général Walsh, chef d'état-major de l'armée rhodésienne, le même poste dans la nouvelle armée zimbabwéenne, avec mission de fusionner les guérillas avec l'armée rhodésienne. Alors là, ça marche très mal. Les policiers blancs s'en vont, beaucoup d'officiers blancs s'en vont, les pilotes s'en vont, et ils vont où? Le pays qui est au sud, ils vont en Afrique du Sud, qui ne demande que ça. L'Afrique du Sud fait des offres pour installer des fermiers, etc. Et là, c'est la longue dégringolade qui commence, au niveau population. On descend sous les 200 000, et là, on va arriver jusqu'à nos jours où ils ne sont plus que 20 000. Et Mugabe et Ian Smith, ça va mal se passer. Monsieur Smith va être victime d'Avani, on va lui retirer son passeport, on va le rayer des listes électorales, et on va occuper sa ferme de Chiringui. Dans le même temps, dans les années 2000, M. Mugabe se lance dans une politique de nationalisation et d'expropriation des fermiers blancs. Or, ces 6000 fermiers blancs faisaient vivre l'ensemble de l'ex-colonie. Exportation de tabac, rentrée de devises. Et les Noirs mangeaient à leur faim. Et il n'y avait pas d'inflation. Au jour d'aujourd'hui, après des années de pouvoir de ce kleptocrate, il faut comme dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, il faut une brouette de dollars zimbabwéens pour acheter un paquet de cigarettes. Et vous avez les chiffres officiels seulement. Officiels reconnaissent un chômeur sur 2 en capacité de travailler. Officiellement. En fait, plus personne ne fout rien, pardonnez-moi l'expression. Les fermes sont à l'abandon, car M. Mugabe les a données à ses affidés, à ses amis,
Mais qui sont pas forcément soit ils ne sont pas capables même de s'en occuper, soit ils n'ont même pas été capables de trouver des gestionnaires. Oui. Donc ces fermes sont à l'abandon, d'où chute colossale de production agricole. C'est incroyable qu'il reste 20 000 blancs. Alors, il reste sur ces 20 000 blancs, il y a encore quand même du business, il y a des beaux quartiers encore à Salisbury, très restreints. Ils ont le moral, parce que... Ils ont le moral, non, mais il y a encore quand même une activité quand même un minimum commerciale et industrielle. Bon, oui, on vend toujours des voitures de luxe. Hein. Bon, oui. Bah oui, forcément. Vous avez incroyable, toujours la nomenclatura qui aime bien les grosses voitures. Et il y a... ça, c'est le plus dramatique. Il y a 2000 Rhodésiens, pure souche, très âgés, qui vivent dans des maisons de retraite. Ah, oui. Alors là, ceux-là n'ont plus personne, ils ne savent pas où aller, plus personne ne s'occupe d'eux, leurs petites économies passent là-dedans, et bon, on s'occupe tant bien que mal. Ils sont trop vieux pour repartir. Donc la plupart des blancs de Rhodésie sont partis, on le voit, puisqu'on est parti d'effectifs de 250, qu'on est monté à 280 000, et qu'il n'y en a plus 20 000. Et ils sont partis un peu partout en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Certains sont revenus tout simplement à la lointaine mère patrie, à l'Angleterre. Voilà un petit peu l'histoire, combien raccourcie de la Rhodésie, les lions au cœur fidèle. Les lions fidèles, je rappelle l'ouvrage de François d'Orcival. Tout à fait. Rhodésie, patrie des lions fidèles, paru en 1966 à la table ronde, au cœur des événements, mais surtout, je signale l'ouvrage de Jean-Claude Rollinat, Ian Smith, dans la collection Qui suis-je aux élections Pardès. Édition Pardès. Aux éditions Pardès, pardon. Oui. Et vraiment sous une forme très concentrée, oui. On a l'essentiel d'un personnage. Voilà. La biographie du personnage et l'époque, l'histoire de cette terre africaine qui fut mise en valeur donc par les colons britanniques il y a un peu plus d'un siècle. Ce qui m'étonne, c'est la modicité de son prix. Je ne sais pas comment fait l'éditeur. Ah oui, oui, 15 €, je crois. 12 €. Merci beaucoup, Monsieur Rollinat, de cette présentation de ce personnage hors du commun que fut Ian Smith, disparu en 2007, je crois. Tout à fait. Sûrement désabusé aussi. Il est mort en Afrique du Sud, chez sa belle-fille. Ouais. Je vous remercie vivement de m'avoir reçu. Et puis, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Passé Présent. Si vous aimez l'histoire, c'est chez nous. À bientôt.